Cette fête nationale est d'abord l'occasion de remercier les gardiens de nos vies. Le roi Philippe a rendu hommage aux héros présents et passés durant la cérémonie du 21 juillet qui a été fortement réduite en raison de la pandémie. Bonsoir, bienvenue dans Certaines Infos, 19h. Une fête nationale célébrée malgré tout par de nombreux Belges à leur manière. Certains ont même fait le déplacement à Bruxelles. Pas de répit pour les autorités, même en ce 21 juillet. Un comité de concertation se déroule en ce moment au Palais d'Egmont. Un renforcement des mesures sanitaires n'est pas exclu. Chantal Monet est sur place. Nous l'avons fait. L'Europe est solide, l'Europe est robuste et surtout l'Europe elle est rassemblée. Après 4 jours et 4 nuits d'intenses tractations, l'Europe scelle un accord historique. 750 milliards dédiés à un plan de relance économique. Et puis en fin de ce journal, visite de plusieurs brasseries familiales. C'est l'une des spécificités de notre pays. Une production très appréciée tant en Belgique qu'à l'étranger. Les festivités du 21 juillet ont plus que jamais été marquées par la crise sanitaire actuelle. D'abord dans leur forme, mais aussi sur le fond. Le roi Philippe a voulu une fois encore remercier tous ceux qui étaient en première ligne lors de cette période difficile. Une cérémonie agrémentée de performances artistiques dans différentes villes emblématiques du royaume. Laxmi Lotta. Sur la place des Palais, 200 invités seulement à la place des 2000 habituels. Et ils sont situés à bonne distance les uns des autres. À 14 h, le roi et la reine arrivent sur la place. La famille royale s'installe en tribune. Le défilé aérien se limite au survol de cet hélicoptère venu de la base de Coxide et de 3 formations de 3 avions de combat de Florène. Dans son discours, le roi rend d'abord hommage aux héros du présent. Les circonstances font que cette année, nous fêtons le 21 juillet différemment. Cette fête nationale est d'abord l'occasion de remercier les gardiens de nos vies. En premier lieu, le personnel soignant et les services de sécurité et de protection civile. Le souverain salue également les héros du passé. En même temps, nous nous souvenons qu'il y a 75 ans, la libération mettait fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et nous saluons ceux qui ont combattu et risqué, souvent sacrifié, leur vie pour nous. La parade militaire est aussi limitée cette année. Une dizaine de véhicules historiques de la brigade Piron. Elle a participé à la libération de la Belgique. Symboliquement, des anciens combattants remettent ensuite une charte intergénérationnelle à des adolescents. J'avais oublié où avais-je les yeux. Avec nous s'il vous plaît. La cérémonie se termine avec une série de mini-concerts retransmis depuis des lieux symboliques en Belgique, Ostende, la citadelle de Dinan, Liège, Anvers, pour refaire une place à la culture malgré le Covid-19. Quand sonne minuit, je m'imagine danser dans tes bras. Et ce matin déjà, un hommage a été rendu au personnel soignant, mais aussi aux nombreuses victimes belges du Covid-19. Plus de 8900 personnes sont décédées des suites du coronavirus chez nous. À 10 heures précises, les églises du pays ont fait sonner les cloches en souvenir de toutes ces victimes. 3 minutes de silence ont également été observées lors du Tédéum en l'église des Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. Nicolas Loïc, Denis Caudron, Thomas Quinet. Une photo souvenir devant les caméras pour remplacer le traditionnel bain de foule. Le couple royal pose quelques instants avec la princesse Éléonore, le prince Gabriel, la princesse Elisabeth et le prince Emmanuel. Face à eux, à 50 mètres de là, des barrières interdisent l'accès au public. Cette année,
ils ne sont qu'une dizaine d'habitués seulement. Je ne vois pas l'utilité de nous chasser. Je ne sais pas quel est le responsable du protocole, mais c'est une grave erreur. C'est dommage d'être un peu mis à l'écart, mais voilà, ça ne nous a pas empêché de crier « Vive le roi »,« Vive la Belgique » et d'être malgré tout présent dans cette édition de la fête nationale un peu particulière. La famille royale arrive masquée à 10h pile ce matin pour les accueillir à l'entrée de la cathédrale. Une œuvre d'art signée de l'artiste belge Charles Quézin, plusieurs milliers d'origamis placés à 8,5 mètres de hauteur. La cérémonie commence avec 3 minutes de silence en hommage aux victimes du coronavirus. Le fait que nous ayons pu compter sur les efforts extraordinaires du personnel médical et du personnel soignant nous a soulagés dans cette épreuve. Nous les remercions et nous prierons pour eux. L'an dernier, le Te Deum était suivi par près de 1000 invités. Cette année, ils sont réduits à une centaine. Parmi eux, une dizaine de représentants de l'État, la ministre de l'Énergie, le ministre de l'Intérieur, celui des Pensions et celui de la Justice, mais aussi la Première ministre. Une messe différente cette année, mais avec quelques traditions bien respectées, comme l'hymne du Te Deum, le départ de la famille royale en musique et le drapeau national fièrement levé. Le roi s'est ensuite rendu à Beaux-Arts pour y découvrir la fresque murale de l'artiste Dema One, un artiste de renommée internationale. Le souverain, en présence de la première ministre Sophie Wilmès, a également assisté sur place à une démonstration de danse et d'acrobatie interprétée par les jeunes qui ont réalisé la fresque. Le prince Laurent, lui, a assisté au Te Deum à la cathédrale d'Anvers. Il n'était pas accompagné de son épouse. Pour la famille royale, la journée s'achève par la visite de la maison Marimont à Morlanoué, une maison de repos et de soins et un centre de convalescence. Bonsoir Julien Crête, vous êtes sur place. Le couple royal devrait arriver d'un moment à l'autre. Cela démontre une fois encore la volonté de la part de nos souverains de mettre en avant les héros du quotidien. Exactement, ces gardiens de nos vies, comme l'a dit le roi Philippe aujourd'hui. Les gardiens de la vie de nos aînés, en l'occurrence ici dans cette institution. Le couple royal vient rendre visite aux pensionnaires. Ils sont 350 ici, mais il vient également saluer les infirmiers. Il faut savoir que dans cette institution, justement, pendant la crise, on n'a détecté aucun cas de coronavirus. Et cela grâce notamment à des mesures de confinement qui ont été prises avec une semaine d'avance. Et puis, il y a eu de très nombreux contrôles qui ont été menés de manière régulière ici dans cet établissement. Alors, autour de nous, il y a les citoyens qui sont venus rendre visite au couple. Il y avait des Gilles, mais qui semble-t-il, ne sont plus là pour l'instant. En tout cas, ils représentent évidemment le symbole de cette région du centre. Et puis, il y a ces infirmiers. Et parmi ces infirmiers, il y a Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe, ça vous fait quoi un hommage comme celui-ci, un jour comme aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ça nous fait très plaisir, à nous comme aux résidents. Et voilà, voir nos résidents aussi enthousiastes, ça nous touche. Et en même temps, savoir qu'on ne nous a pas oubliés dans les maisons de repos, le travail qu'on a fourni de tous les jours, nuit comme jour, c'est important. Alors, on parle de vous comme les héros de cette crise du Covid. Ça vous fait quoi, ça? C'est très touchant, ça nous fait plaisir. Et quand on prend un peu de recul, on se dit qu'un peu c'est normal, puisque quand on entame nos études, on sait qu'on sera confronté à certaines crises. Et je pense que le coronavirus en fait partie. Voilà, alors encore un peu d'attente et de patience ici pour l'arrivée du couple royal. On vient de l'apprendre, cette arrivée sera un tout petit peu différée. On annonce la venue du couple vers 20h. Merci beaucoup Julien et merci à votre invité. Pas de bain de foule, un mini défilé militaire sans public, pas de bal populaire ni de feux d'artifice. On est loin des éditions précédentes en raison de la crise sanitaire. Quel est le sentiment des Belges? Comment ont-ils vécu ce 21 juillet, pas comme les autres? Des réactions recueillies par Mélanie Renda, Samuel Ledoux, Xavier Gérard et Julien Raoui. Des drapeaux suspendus aux fenêtres, des rues calmes et un parc royal fermé. On est loin de l'ambiance dégagée habituellement dans les rues de Bruxelles un 21 juillet. Malgré l'annulation des festivités ce matin, certains ont tenu à faire le déplacement pour célébrer la Belgique. C'est encore plus indispensable que jamais, et d'autant plus quand il y a des mesures comme ça, mais les mesures on peut les comprendre, hein. Il y a quand même encore un grand danger. C'est un peu dommage, mais il y a moyen de manifester
son amour du pays en pavoisant, en étant présent dans les rues, à gauche, à droite. Bénédicte et ses enfants viennent de Liège. Pour eux, c'est l'occasion de redécouvrir la capitale. C'est assez différent que d'habitude, je dirais. Plus calme, une ambiance assez chaleureuse, quand même un sentiment un peu de crainte avec des gens qui portent leur masque, d'autres pas, mais ça reste agréable et convivial. Si le feu d'artifice est annulé, pourquoi ne pas le remplacer par un grand plongeon? Sacha et ses amis ont choisi d'être les pieds dans l'eau en ce jour de fête nationale. Il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde. On est tranquille et il fait beau, ça va. Certains ont sorti leur maillot de football aux couleurs du pays. D'autres ont prévu pour ce soir un plat typiquement de chez nous. J'ai acheté les moules pour ce soir, donc c'est mon mari qui va les préparer. Elle aime bien aussi, et Alvette aime bien mozzolana. Un 21 juillet, synonyme aussi de vacances pour celles et ceux qui ont pu profiter d'un soleil généreux. Les Belges ne sont jamais à court d'imagination pour célébrer d'une façon ou d'une autre la fête nationale. Des centaines de cyclistes se sont lancés le défi de réaliser un long parcours qui ressemble au contour d'une Belgique miniature, un total de 300 km. Gauthier Falk, Benjamin Van Kelst. Ils sont plus de 300 à avoir relevé le défi, parcourir des routes belges en passant notamment par Bruxelles, Louvain, Anu, Andenne et Courrières près de Namur ou encore Waterloo. Et quand tout le parcours est tracé, ça saute aux yeux, c'est une carte miniature de la Belgique. Chaque participant a pu débuter son parcours où et quand il le voulait. Ce groupe d'amis est parti de Bruxelles. À 13 h, ils avaient déjà roulé 150 km et découvert de beaux endroits. C'est vrai qu'on a l'occasion d'aller voir des villages et des petites villes moins connues. Et donc c'est vrai qu'ici on a fait plein de chemins qu'on n'avait jamais fait avant. Et ouais, il y a des belles routes en Belgique. On a vraiment l'occasion de voir le pays, de visiter vraiment un pays à fond. Et en vélo c'est génial parce qu'on a vraiment le temps de tourner la tête et de regarder plus qu'en voiture. C'est de fêter la Belgique et de le faire d'une façon active en découvrant ses propres limites en même temps que les limites de la Belgique. Les gens ne partent plus en vacances à cause du Covid et plein d'autres raisons. Et donc c'est une façon de montrer aussi qu'en Belgique on a plein de belles choses. Le long du parcours, il y avait aussi des points de ravitaillement, ici au château d'Hélessines. S'il vous plaît. Merci bien. C'est pour le déjeuner. Au menu ce midi, un hamburger et des frites. Ils y ont droit après tout, c'est 21 juillet pour tout le monde. Et puis une pause à cet endroit, c'est une forme de tourisme. Au lieu de rester à la maison sur le canapé, on va profiter du château. Mais pour beaucoup, ce parcours, c'est aussi un défi sportif. Un challenge personnel évidemment, 300 km, je ne l'ai jamais fait. Et ensuite, parce que voilà, c'est une occasion de faire le dessin de la Belgique sur une carte. Une carte que certains termineront à 23 h, vu la longueur du parcours. Allez, rendez-vous à Bruxelles. Vous êtes également très nombreux à profiter de ce long week-end à la côte. Plus d'1 million de nuitées ont été enregistrées, une augmentation de 18% par rapport à la semaine dernière. Près d'1 demi-million de touristes d'un jour ont également choisi le bord de mer pour passer le week-end de la fête nationale. Voilà pour ce chapitre consacré aux festivités du 21 juillet. Dans l'actualité, il y a aussi cette inquiétude liée à la recrudescence des cas de coronavirus chez nous. Voici les derniers chiffres communiqués par Cienzano. La tendance est toujours à la hausse avec en moyenne 175 nouveaux cas chaque jour entre le 11 et le 17 juillet, soit une augmentation de 79%. Au cours de la même période, 72 personnes ont été admises à l'hôpital et 20 sont décédées. Alors c'est en raison de ces chiffres assez inquiétants qu'un comité de concertation s'est réuni en fin d'après-midi au Palais d'Egmont à Bruxelles. Bonsoir Chantal Monet. Une réunion est en cours. Un renforcement des mesures n'est pas exclu, mais de quoi parle-t-on exactement ? Oui, car ici, ce soir, eh bien, c'est l'inquiétude quand même qui prédomine. On l'a entendu, plusieurs responsables politiques n'ont pas exclu de prendre des mesures qui aillent dans le sens d'un durcissement. Certains estiment qu'il faut prendre avec précaution aussi les chiffres qui circulent. C'est le cas du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Joëlet, qui a dit que ces chiffres partaient dans tous les sens et qu'il fallait prendre le temps
de les examiner très précisément à tête froide. Alors concernant les mesures, eh bien, il y en a certaines qui pourraient être prises au niveau national, comme l'extension de l'obligation du port du masque ou encore la réduction de notre bulle sociale, c'est-à-dire le nombre de personnes que nous pouvons fréquenter par semaine. Nous sommes aujourd'hui à 15 personnes et on pourrait passer à 10. C'est ce que préconisent certains experts, mais cette mesure ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme, nous dit-on ce soir. Alors la philosophie qui prime, c'est celle du ciblage. Cela consiste à pouvoir identifier très précisément les foyers de contamination pour pouvoir prendre des mesures géographiquement limitées, comme le confinement d'un quartier ou d'une commune pour éviter de punir entre guillemets tout le monde. Et là, bien, les bourgmestres ont non seulement la latitude, mais aussi l'obligation d'agir et de prendre les mesures nécessaires pour contenir la situation sanitaire sur leur territoire. Mais cela pose bien sûr la question du traçage qui se heurte, on le sait, au respect du principe, du respect de la vie privée, ce qui pose aussi question. Alors, une chose semble acquise, c'est que on se dirige vers un renforcement des contrôles et donc des sanctions. Et à l'aube du mois d'août, qui devait être le mois de l'assouplissement, eh bien, il semble qu'on ne soit pas prêt à passer à la phase 5 du déconfinement. Je suis quand même inquiète des chiffres dans certaines provinces. Ça augmente très vite. Mais quoi, il est question de durcir quand même? Je pense que c'est inévitable. Il y a des mesures pour tout le pays que tu peux prendre. Comme quoi? Comme par exemple les masques, mais aussi il y a des mesures locales qui sont très importantes. Quoi, par les communes ou... Par commune, oui. Plus de contrôle, plus de respect, plus d'informations, plus d'explications. Et si malheureusement les règles ne sont pas respectées, alors des sanctions. On va rappeler aujourd'hui qu'il faut respecter les règles. Je pense que c'est un rappel important. Avec plus de sanctions à l'appui? Certainement. Il s'agit ni plus ni moins de vie ou de mort. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important que nous devons résoudre ensemble. Vous dites là, la vie privée, le respect de la vie privée, on doit le mettre un peu de côté. Non, pas du tout. Je crois qu'elle est fondamentale. Mais il faut trouver des modalités pour permettre d'identifier d'où viennent les foyers d'épidémie, ou sinon on risque de devoir reconfiner des provinces entières, voire le pays entier. On compte évidemment sur chacune et chacun pour respecter en fait les règles, mais si ça n'est pas suffisant, nous devrons effectivement probablement renforcer les règles. Voilà pour ces différentes réactions. Merci beaucoup Chantal Monet. Et j'ajoute qu'à la demande de 3 bourgmestres, la zone de police de Bruxelles-Nord va renforcer les contrôles sur le respect des mesures sanitaires comme le port du masque, notamment dans les commerces et l'Horeca. Nicolas Loïc de Nicodron. À Schaerbeek, les autorités reçoivent une alerte vendredi. Les contaminations dépassent le seuil de 20 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Ce jour-là, il est de 22. Pas très rassurant. Ça devient très très grave pour nous. Et maintenant, c'est pour les jeunes aussi. Mais il est temps que ça se termine, parce qu'on en a assez. Voilà. Hier, les nouveaux cas descendent en dessous du seuil à 17 pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, 12. Mais qu'importe, la bourgmestre a pour mission de sensibiliser les Schaerbeckois. Vous avez entendu qu'il y avait une petite recrudescence? Notamment sur les réseaux sociaux de la commune, mais aussi en renforçant les contrôles de police. La zone de police va être un peu plus présente. On va rappeler aux personnes qui ne les respectent pas la nécessité des gestes barrières, que ce soit les commerçants ou les cafetiers, mais aussi les clients. À Schaerbeek, mais aussi à Evere et Saint-Josse, au plus fort de la crise, la police de Bruxelles-Nord dédiait 20 patrouilles sur ce genre de contrôle. Cette fois-ci, une dizaine d'équipes sont prévues. Une première fois, nous allons sensibiliser les gens. La deuxième fois, nous allons passer aux sanctions administratives qui vont de l'ordre de 250 à 750 €. Je pense que la santé n'a pas de prix. Je pense que ça pourrait améliorer les choses, effectivement. C'est pour courir dans tous les parcs, derrière tous les jeunes qui ne portent pas de masques. À quoi ça sert? Ils vont perdre leur temps. Un dispositif de police mis en place dès demain matin.
On a appris cet après-midi que le gouvernement fédéral et la compagnie aérienne allemande Lufthansa sont parvenus à un projet d'accord concernant le sauvetage de la filiale belge Brussels Airlines. La compagnie pourra compter sur un prêt de 290 millions d'euros sur une durée de 6 ans. La Belgique a reçu l'assurance que ces fonds resteront au sein de la filiale belge et ne seront pas transférés à Lufthansa ou d'autres compagnies du groupe allemand. Didier Leb, secrétaire permanent Séné, est loin de se réjouir. Il craint que les conditions de travail empirent. Écoutez, il est au micro de Michel Rings. Je dirais qu'il était temps. Et puis aussi tout ça pour ça. Parce que finalement, ça fait 4 mois qu'on s'attend à un tel accord. C'est-à-dire que l'État belge prête de l'argent à la Lufthansa pour le sauvetage de Brussels Airlines, ou pour l'aider en tout cas à passer la crise. Mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est l'agenda. Dans toutes les autres compagnies aériennes, c'était d'abord les aides d'État et puis la restructuration. Ici, nous, depuis le 12 mai, on aura une aide d'État, mais vous devez accepter la restructuration qu'on vous propose. Et la restructuration qu'on propose pour le personnel qui reste, c'est quand même des conditions de travail qui ont fortement changé, notamment en matière de flexibilité. On a l'impression que le personnel a été peut-être pris en otage. Ouais. Depuis hier, les présidents du Parti socialiste et de la NVA ont pour mission de former un gouvernement fédéral. Une mission confiée par le roi et qu'ils ont tous les deux accepté. Ils expliquent pourquoi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Paul Magnette et Bart De Wever se donnent 50 jours pour réussir, sans quoi les élections seront inévitables. Lax Milota. Ce n'est pas gagné d'avance, mais il faut essayer. C'est ce que les deux hommes disent chacun dans leurs vidéos respectives publiées sur les réseaux sociaux après leur entrevue avec le roi. Les deux chefs de parti expliquent pourquoi ils ont accepté cette mission. Il n'y a aucune garantie de succès, mais nous devons essayer d'explorer cette piste, prendre cette responsabilité. La Première ministre a annoncé qu'elle demanderait la confiance du Parlement au plus tard mi-septembre. Il nous reste donc une 50aine de jours pour trouver une solution. À défaut, il faudra convoquer de nouvelles élections. Pendant ces 50 jours, je consacrerai toute mon énergie à la formation d'un vrai gouvernement qui ait une vraie capacité d'agir. Les chargés de mission PS et NVA se disent poussés par la crise du coronavirus. Après la crise suivra un coup de tonnerre économique. Des dizaines de milliers d'emplois seront sans doute perdus. Cela nous coûtera beaucoup en Flandre. On ne peut pas répondre à une crise aussi grave et qui s'annonce encore longue sans disposer d'un vrai gouvernement. Je ne veux faire le procès de personne, mais il est clair que notre pays n'est pas prêt à affronter cette crise, dont les conséquences se feront encore ressentir pendant de longues années. Interrogé ce matin lors des cérémonies de la fête nationale, le président de la NVA décrit Paul Magnette comme une personne agréable et intelligente, tout en rappelant que ce sont les négociations de la dernière chance. Je vais faire mon maximum car c'est la seule option possible. Pour décrire le pays, Bart De Wever évoque dans son message un bateau sans gouvernail. Les deux capitaines doivent en tout cas prendre une direction et rendre un premier rapport de mission dans 10 jours. Dans la suite de Sur Info 19h, nous reviendrons sur cet accord historique difficilement engrangé, un plan de relance européen de 750 milliards d'euros. En ce 21 juillet, nous parlerons de la bière et notamment des brasseries familiales qui existent depuis des décennies et exportent une grande partie de leur production. Un fan day virtuel, le Sporting de Charleroi a dû être imaginatif pour faire plaisir à ses nombreux supporters. La longueur de ce sommet est aussi exceptionnelle que l'accord qui vient d'être trouvé. Ces mots sont de Sophie Wilmès. Après un sommet marathon de 4 jours et 4 nuits, les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont donc enfin accordés pour un plan de relance ambitieux de 750 milliards d'euros, un emprunt commun inédit et des versements qui seront soumis à certaines conditions, comme par exemple le respect de l'état de droit. Halima Mouansali. C'est avec ce tweet victorieux que Charles Michel, le président du Conseil européen, a annoncé la nouvelle ce matin. Les 27 se sont enfin entendus après 4 jours et 4 nuits d'intenses négociations. Nous l'avons fait. L'Europe est solide, l'Europe est robuste et surtout l'Europe elle est rassemblée. Une victoire aussi pour le duo franco-allemand qui portait ce plan de relance économique qui est basé pour la première fois sur une dette commune. Ce n'était pas facile. Cela a pris beaucoup de temps parce que les positions étaient tellement différentes. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous avons pu nous mettre d'accord. Les compromis qui ont été faits pour à la fois limiter les surcontributions de certains et pour permettre de ramener tout le monde et toute la famille
autour de ce projet commun, elles sont proportionnées. Le budget reste fixé à 750 milliards d'euros, mais la répartition entre les prêts et les subventions a été négociée. Des subventions revues à la baisse avec 390 milliards d'euros et des prêts revus à la hausse avec un montant total de 360 milliards d'euros. Autre clause de l'accord, une sonnette d'alarme pour suspendre tout versement aux pays bénéficiaires qui n'appliquent pas les réformes attendues en échange. Des concessions pour satisfaire ceux qui faisaient front commun contre le plan, avec en tête l'Autriche et les Pays-Bas. La Commission pourra prendre des mesures pour stopper le financement des pays ne respectant pas l'état de droit alors qu'ils s'y sont engagés. Pour moi, c'est acceptable. Prochaine étape, l'accord du Parlement européen. Les députés devront encore valider ce plan de relance pour qu'il puisse entrer en vigueur. Concrètement, quels seront les bénéficiaires et comment cet argent sera-t-il réparti entre tous les États de l'Union européenne? Certains pays ont été plus touchés que d'autres par la pandémie. C'est le cas par exemple de l'Espagne ou encore de l'Italie. Les explications d'Alima Mouansali. Nous avons mis en place une capacité d'emprunter en commun, de mettre en place un plan de relance solidaire pour la première fois. Un plan de relance à hauteur de 750 milliards d'euros au total. Ce sera la dette commune que devront rembourser les 27 États membres de l'Union européenne. 390 milliards d'euros seront accordés sous forme de subventions, autrement dit, sans nécessité d'être remboursés. Mais qui va bénéficier de combien? Pas encore de chiffres définitifs, mais selon les estimations provisoires, l'Italie et l'Espagne, durement touchées par la crise sanitaire, seront les principaux bénéficiaires. La France et la Pologne ferment la marche. La Belgique, elle, devrait recevoir plus de 5 milliards d'euros à dépenser selon les priorités établies par l'Union. Autre question, suivant quels critères l'Europe répartit l'argent à ses États membres? Elle a en fait déterminé une clé de répartition qui prend en compte le produit intérieur brut, le revenu par habitant et le taux de chômage. En plus des subventions, 360 milliards d'euros seront disponibles pour des prêts à rembourser à long terme. L'Espagne et l'Italie seront encore une fois les premiers bénéficiaires, suivis de près par la Pologne. Le remboursement devra se faire d'ici 2058 au plus tard. La jeune militante suédoise Greta Thunberg annonce qu'elle va redistribuer à des associations de défense de l'environnement la dotation d'1 million d'euros, la somme d'un prix portugais qu'elle a reçu hier. Cette somme supérieure à celle versée aux lauréats d'un prix Nobel est la plus importante qu'elle ait jamais reçue. Le jury, composé de plusieurs scientifiques et experts du climat, l'ont choisi parmi 136 personnes nommées. On va retourner tout de suite au Palais d'Egmont où se tenait un comité de concertation en vue du Conseil national de sécurité de jeudi. Chantal, ce comité est à présent terminé. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Oui, bien comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on se dirige vers cette philosophie plus du ciblage des mesures. Donc il s'agit de vraiment identifier les foyers de contamination pour pouvoir prendre des mesures limitées au niveau géographique. Alors à mes côtés, la ministre de la Santé, Madame De Blok. Donc c'est vraiment ça maintenant, on se concentre au niveau local. Oui, parce qu'il y a des foyers, alors les bourgmestres seront mis au courant par Cienzano. Après, il faut faire le travail et voir ce qui s'est passé dans la communauté ou dans la famille qui est touchée. Et puis, l'information redescend en Cienzano pour encore mieux avoir de l'information qui est nécessaire pour les autres. Parce que, évidemment, on voit qu'il y a des foyers, mais aussi parfois, il y a des mesures qui ne sont pas tout à fait respectées dans des communautés, mais aussi dans des familles. On prend l'élargissement trop large. Donc ça c'est au niveau local, on l'entend, donc plus de pouvoir et d'action au bourgmestre. Mais au niveau national, est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose qui est prévu? Je ne sais pas, l'extension du port du masque obligatoire?
Il y a quelques mesures qui ont été discutées, aussi le port du masque dans des places publiques, dans les restaurants par exemple, Même comme à en France. Même à l'extérieur. Même non, dans les places publiques où il y a trop de monde. Là aussi, ça doit être contrôlé. Mais aussi, c'est le contrôle social qui est nécessaire parce que vraiment, les policiers ne savent pas tout faire. Oui, donc quoi, il n'y aura pas plus de contrôle ou il y aura quand même plus de contrôle et de sanctions? Plus de contrôle et de sanctions, mais c'est aux citoyens aussi quand ils regardent une situation qui n'est pas tout à fait en ordre, conforme les restrictions qu'il y en a. Tu dois le dire gentiment, mais tu dois le dire. C'est le contrôle social qui est primordial dans ce cas. Alors on disait que le mois d'août serait le mois de l'assouplissement de la phase 5. Apparemment, on n'y est pas à cette phase 5. Non, on pense que c'est vraiment pas le moment d'avoir la phase 5, mais maintenant on a fait les préparations pour le Conseil national de sécurité et voilà, ça sera décidé jeudi. Ok, je vous remercie, madame. Voilà donc pour cette première réaction à l'issue du comité restreint et donc une action plus ciblée au niveau local et puis aussi donc cette phase 5 du déconfinement qui n'est pas à l'ordre du jour. Bien, merci Chantal pour ces toutes dernières informations en présence de la ministre de la Santé. À l'étranger, pour suivre cette prise d'otage dans l'ouest de l'Ukraine, un homme armé et en possession d'explosifs menace une vingtaine de passagers dans un bus. On ne connaît pas exactement ses revendications. L'individu a déjà été condamné par le passé pour banditisme et détention illégale d'armes. Claire Sadzo. Sur cette image de vidéosurveillance, on aperçoit l'individu entrer dans le bus avec plusieurs sacs. Depuis 9h30, les otages sont pris au piège à l'intérieur. 2 vitres sont brisées, des coups de feu ont été tirés en direction de la police. Heureusement, jusqu'à présent, personne n'a été blessé. Nous sommes en train de négocier. Nous essayons de dialoguer avec cet homme, mais il n'est pas coopératif. Il est en colère contre la situation dans notre pays. Il a diffusé des demandes sur les réseaux sociaux. Nous l'avons identifié. Il publie notamment une vidéo juste avant de passer à l'action. L'homme dénommé Maxime Plokoy y demande aux citoyens de ne pas faire confiance au système. Il est bien connu des services de psychiatrie et a passé 10 ans en prison pour banditisme et détention illégale d'armes. L'homme contacte lui-même la police et dit être en possession d'explosifs. Les proches des otages sont angoissés. Vu le dispositif mis en place, les autorités se refusent à tout commentaire. Je mesure la gravité de ce qui est en train de se passer, étant donné qu'en ce moment nos services de police sont en train de communiquer avec la personne qui retient nos concitoyens ukrainiens. Je ne peux pas encore vous donner plus de détails. Je pense que vous comprendrez. L'armée est déployée en masse. Le preneur d'otages dit avoir également placé plusieurs explosifs dans la ville. Il pourrait ainsi les déclencher à distance. La ville de 200 000 habitants est bouclée en attendant que la situation soit sous contrôle. À l'étranger toujours, ces images de tombes fraîchement creusées à Sao Paulo. Le Brésil est le 2e pays au monde le plus touché par le coronavirus. Il a dépassé hier le cap des 80 000 décès, dont 632 au cours des dernières 24 heures. Lourd tribut aussi pour l'Espagne avec plus de 28 000 décès. Elle voit aujourd'hui son économie fortement touchée par la pandémie. Près de 40 000 cafés, bars et restaurants ont déjà définitivement fermé leurs portes par manque de touristes ou d'employés de bureaux, soit 13% du nombre total d'établissements. On s'attend à 20% d'ici la fin de l'année. On revient chez nous avec ce qui ressemble à un cambriolage qui aurait mal tourné. Le corps sans vie d'une dame de 89 ans a été retrouvé à son domicile d'Esneux. La victime porte des traces de coups. Samuel Ledoux, Julien Raoué. L'agression a eu lieu dans cette maison, une propriété isolée située près de la Roche-aux-Faucons à Esneux. C'est le fils de la victime qui a retrouvé le corps sans vie de sa maman hier après-midi et a contacté la police. Et des premières constatations de l'enquête, on peut situer la mort de cette dame 2 à 4 jours avant la découverte. En ce qui concerne les causes de la mort, il s'agit d'une mort violente. La police scientifique et le parquet sont descendus sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, la dame aurait reçu plusieurs coups au niveau du visage. Maintenant, c'est l'autopsie qui permettra de déterminer la cause exacte du décès.
Et en ce qui concerne les circonstances exactes, de nouveau, ce sera l'enquête qui permettra de la déterminer. On ne sait pas si c'était un ou plusieurs auteurs. Tout ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'un véhicule a été volé. Et donc, on est sur une qualification soit de meurtre pour faciliter le vol. Il s'agirait donc d'un cambriolage qui aurait mal tourné. La police n'a pour l'instant aucune piste sur le ou les auteurs. En ce jour de fête nationale, on ne pouvait pas ne pas vous parler de l'un des fleurons belges, la bière, et notamment les brasseries familiales qui sont nombreuses en Belgique. 150 bières portent aujourd'hui ce label, un gage de qualité et de savoir-faire. Les secrets de fabrication se transmettent de génération en génération. Illustration au sein des brasseries du Buisson et Saint-Feuillin, où se sont rendus Justine Roldan-Pérez et Denis Caudron. Elles sont mondialement réputées. Les bières belges, un incontournable chez nous, mais aussi à l'étranger. Je pense que déjà tout petit, on est un peu comme Obélix, on est dedans. Hein, donc je pense que tous les Belges apprécient une bonne bière. Elles sont bonnes, elles sont variées, uniques. Voilà, c'est quelque chose, je pense, de particulier pour notre pays, pour notre patrimoine. Oui, tout à fait. La brasserie du Buisson, la plus ancienne de Wallonie, créée en 1769, est toujours en activité aujourd'hui avec à sa tête Hugues du Buisson, la 8e génération. Je pense que c'est ça aussi qui fait un peu notre particularité dans le monde brassicole au niveau mondial, c'est que finalement la Belgique peut se targuer d'avoir comme ça pu compter sur des brasseries familiales qui ont développé ce qu'on appelle maintenant les bières spéciales. Des familles de brasseurs qui se transmettent leurs connaissances de génération en génération. Une association a d'ailleurs été créée. Elle réunit aujourd'hui 21 brasseries familiales belges. Au total, 165 bières portent le label. Les gens recherchent de plus en plus l'origine de ce qu'ils consomment, certainement au niveau de la bière. Ils aiment bien aussi l'entourer d'une histoire. Je connais la brasserie, donc je connais bien cette bière. Et donc, ils ont besoin vraiment d'avoir un lien très fort entre le produit qu'ils dégustent et le producteur. Et donc, tout ça, c'est le logo BFB qui les rassure par rapport à ça. Malgré des pertes de 70% du volume écoulé durant la crise du coronavirus, la brasserie se porte plutôt bien, avec un chiffre d'affaires annuel de 22 millions d'euros et une production en constante augmentation. Capipay, ici, on produit 9 millions de litres de bière par an. C'est quand même une production qui a été multipliée par 2 en 5 ans. Donc nos bières sont envoyées en France à 50%. On envoie 10% au grand export et 40% en Belgique. Et donc effectivement, les bières de la brasserie et les bières belges de manière générale ont pas mal de succès à l'étranger. Même constat pour la brasserie Saint-Feuillin. Nous produisons 50 000 hectos, nous avons produit 50 000 hectos l'année dernière, donc la moitié à l'exportation, la moitié sur le marché belge. Donc, mais il faut dire que ce segment, l'exportation, est en croissance. Ici aussi, c'est une histoire familiale. La brasserie existe depuis 1873. Avec, comme les autres brasseries, des secrets de fabrication bien gardés. Un des secrets, c'est d'abord la levure, puisque chaque brasserie a sa souche de levure et la levure va caractériser la bière. Donc ça, c'est important. Et alors, il y a tous ces petits secrets de fabrication, mais il faut dire aussi que la bière, elle évolue d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, parce que nous dépendons de nos matières premières. Tous espèrent maintenant que leurs enfants et petits-enfants feront comme eux perdurer cette longue tradition. Une première, une de plus par ces temps de coronavirus, un fan day virtuel proposé aux supporters du Sporting de Charleroi. Présentation de l'équipe et des coulisses, comme si on y était. Julien Crête, Gaëtan Zanquetta. Quelques applaudissements de cœur cet après-midi pour accompagner la présentation des joueurs. Pour cette nouvelle saison, pas de fan days classique, pas de public réuni, mais une émission diffusée sur les réseaux sociaux. Et visiblement, cela fait du bien. On aurait été beaucoup plus, je pense, s'il n'y avait pas eu le Covid. Voilà, et donc on a décidé de venir au Royal Nord boire un verre en le regardant pour se retrouver un peu quand même entre supporters. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus vu de foot ni connu l'ambiance des tribunes, quoi. Bon, ça fait toujours plaisir de venir voir tout ça et retrouver les copains, parce que malheureusement, avec vu qu'on ne peut pas aller au stade et tout ça, on ne se voit plus beaucoup. Et comment je vais dire ça, on peut plus se retrouver tous ensemble et toujours fêter les matchs comme on fait tout le temps. En cette période de gestion de crise, il aurait été impensable d'organiser un fan days classique comme sur ces images. Pour satisfaire les supporters, une émission a donc été préparée avec le staff mis en avant, mais aussi les coulisses du club. Le jour d'un fan day classique, on n'a pas l'occasion de montrer
les vestiaires des joueurs. Et donc là, aujourd'hui, ça a été le cas. Donc je pense que c'était quand même intéressant de pouvoir le vivre et le découvrir. Et puis il y a plein d'autres endroits, comme notamment la loge du président. Pour le Sporting, ce Fan Days virtuel est une première, une initiative unique en Belgique, un lien offert aux supporters. Et si les questionnements sont nombreux, les attentes le sont aussi par rapport à l'avenir. J'espère qu'ils pourront être très nombreux dans le stade. Encore une fois, c'est un espoir. Au moment où je vous parle, on sent bien qu'il y a un climat d'incertitude. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, deuxième vague du Covid ou pas. On préfère être dans la tribune parce qu'on est habitué, on vit pour le club. Et c'est vrai que voilà, on va voir comment ça va se passer dans les prochains mois. J'espère qu'on pourra y retourner au plus vite possible. Les dirigeants, eux, souhaitent que les liens avec les supporters soient renoués le plus vite possible. Un retour au match qui font le succès du club. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations du jour à revoir sur notre site internet. Un 21 juillet pas comme les autres, marqué par les mesures sanitaires et un hommage au personnel soignant ainsi qu'aux victimes du coronavirus. Pas de bain de foule, ni de traditionnels bals populaires ou encore de feux d'artifice cette année. La fête des Belges a été célébrée autrement. Et c'est la fin de ce RTL Info, 19h. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, toutes les prévisions météo de Vanessa Matagne. Demain à 13h, vous retrouverez Olivier Sconians. Très belle soirée à vous. À bientôt. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.